c'est au tour de Bertrand Johannet, collègue et ami, agrégé de lettres modernes, docteur en didactique de la littérature. C'est redoutable ça comme doctorat. Bertrand est chargé de cours de littérature à l'ICES et collaborateur scientifique du CREN à Nantes. Ses recherches portent sur les liens entre l'épistémologie philosophique du problème et l'herméneutique des textes littéraires, ainsi que sur les enjeux didactiques d'un enseignement-apprentissage de la littérature qui confronte les étudiants à des problèmes. Il va nous parler de l'auto-sacramental allégorique, une machine à subjuguer. 25 minutes. Merci pour cette présentation. Je remercie également Anthony Saudret de m'avoir proposé de participer à ce colloque. C'est un colloque international aussi par les sujets. Donc moi, je vais parler du théâtre espagnol du XVIIe siècle. C'est un petit peu mon créneau. Vous avez tous compris la polysémie du terme subjugué qui figure dans le titre de ma communication. Subjugué s'entend d'abord au sens d'émerveiller, de charmer, d'éblouir le public théâtral par la richesse d'une poétique, d'une dramaturgie, des artifices de la rhétorique. Donc on comprend ça, subjuguer c'est éblouir, mais subjuguer signifie également assujettir, exercer un fort ascendant sur ce même public, le soumettre en quelque sorte à la machine cybernétique dont parlait Roland Barthes, voire à la puissance d'un discours idéologique en vue de le soumettre, de le faire adhérer à des valeurs que l'on pense partageables par la société ou par tout un peuple. Donc ça voudrait dire que le théâtre peut aussi servir d'instrument de propagande, que l'auteur ou le commanditaire de la pièce a un projet politique, notamment, de subjuguer, de soumettre. On comprend bien cela. Alors, dans un premier temps, je vais situer le genre de l'auto-sacramental dans le genre plus vaste de la commedia nueva du théâtre espagnol du XVIIe, puisque l'auto-sacramental est un genre mineur de la commedia nueva, mais qui, par contre, a pris une importance considérable. Et dans un second temps, je vais évidemment m'intéresser au ressort poétique, dramaturgique et rhétorique de l'illusion théâtrale de l'auto-sacramental à travers un exemple. Et enfin, dans un troisième temps, je présenterai quelques remarques sur les ressorts sociologiques et politiques de cette mécanique théâtrale génératrice d'illusions à l'époque du déclin de la monarchie catholique espagnole. Alors c'est assez ambitieux, j'espère que je vais tenir le temps. Alors d'abord, qu'est-ce que l'auto-sacramental allégorique, puisque ce titre est assez barbare, un petit peu à rallonge, tout le monde ne connaît pas. Donc déjà le terme espagnol auto-sacramental signifie littéralement acte du Saint-Sacrement. Donc auto veut dire acte, et c'était d'ailleurs des pièces en un seul acte. Il s'agit, on le sait, d'un théâtre religieux qui est un lointain descendant des mystères du Moyen-Âge, mais quand même beaucoup plus sophistiqué, qui a été joué en Espagne à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, à l'instigation du Concile de Trente, qui voulait réaffirmer la doctrine sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, puisqu'il y avait la réforme protestante. Mais ce genre de l'auto-sacramental, donc théâtre religieux, s'est beaucoup développé au XVIIe siècle, au fur et à mesure que se développaient les villes, les grandes villes, Séville, Valence, Madrid. C'était un théâtre urbain, et au fur et à mesure que se développait une véritable industrie du spectacle qui permettait la réalisation de ces représentations. Alors, cela consistait en des représentations qui étaient données au printemps, ce qui est la meilleure saison en Espagne, parce qu'en été, ça fait la fortune des marchands de glace, mais c'était intenable. Donc ça se passait au printemps, le deuxième dimanche après la Pentecôte, à l'occasion de la solennité de la fête Dieu,
qui donc célèbre le mystère de l'Eucharistie, et ces représentations se donnaient dans les rues et sur les places publiques. Donc ce n'était pas dans des corrales des comedias, hein, dans ces théâtres qui avaient été construits, ça se passait dans la rue, dans les places publiques, sur des chariots roulants, et le public avait tendance à s'agglutiner autour de ces chariots. Donc c'est quand même quelque chose d'assez original, d'assez populaire, d'assez vivant. Et après, ça a évolué vers des scènes fixes avec des chariots roulants. Enfin, je vais expliquer tout ça. Donc, c'était des spectacles en un seul acte, d'où le nom de auto sacramental, et qui étaient conçus comme des divertissements à destination d'un public de masse. Donc, c'était avant tout un canal de distraction, hein, comme la Commedia Nueva, mais qui avait en même temps pour but d'enseigner à toutes les couches de la population les vérités de la foi catholique. Vous voyez, donc auto sacramental, acte du Saint-Sacrement, théâtre religieux, pour exalter la foi catholique dans l'Eucharistie. Alors, c'est à Valdivieso et Lope de Vega que l'on doit l'invention de cette espèce de catéchisme poétique. Il se déclinait en plusieurs versions. Il y avait les autos centrés sur la vie des saints, les autos sur la vie de Marie, etc. Et évidemment, ce qui nous intéresse à l'intérieur, c'est l'auto sacramental, donc un théâtre religieux qui est en lien avec l'Eucharistie. Donc Lope de Vega avait déjà donné un relief dramatique et puis une expressivité. Lope de Vega, Cervantes l'appelait le prodige de la nature, hein, donc c'était un véritable génie. Mais l'auto sacramental s'est surtout développé avec Calderón, hein, au XVIIe siècle. Calderón, c'est à peu près la génération de Corneille. Entre 1600, il est né en 1600 à Madrid, il est mort en 1681. Et donc ça s'est beaucoup développé avec Calderón, qui est le seul qui a introduit une dimension métaphysique dans la auto sacramentale, c'est-à-dire qu'il développe des idées philosophiques, théologiques, ce que ne faisaient pas ses devanciers. Alors, un des meilleurs exemples que je peux donner de la auto sacramentale, justement, c'est la pièce de Calderón lui-même, Le Grand Théâtre du Monde. Alors, c'est une pièce dont le texte a été publié en 1655, mais dont le texte a été écrit probablement une vingtaine d'années avant, entre 1634 et 1636. On sait que la pièce a été jouée à Valence pour la fête du Corpus en 1641. Elle a été rejouée après, etc. Bon, je passe les détails. Ce texte est beaucoup moins connu que La vie est un songe. Quand on parle de Calderón, on pense toujours à La vie est un songe. Mais le Grand Théâtre du Monde, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est très intéressant, c'est plus passionnant qu'une série Netflix. Il y a 7 personnages, on les voit évoluer d'épisode en épisode, et c'est très concret, c'est très facile à entrer dans cette pièce. Donc, ça n'existait plus que chez Klincksieck, hein, dans une traduction de Mathilde Pomès, donc autant dire c'était introuvable. Il y a quand même 2 volumes de la Pléiade consacrés au théâtre du XVIIe siècle qui ont remis à l'honneur cette pièce. Et François Bonfils, qui est un comparatiste, disciple de Pierre Brunel, a édité la pièce en 2003 dans la GF Flammarion en édition bilingue, donc c'est quand même accessible. Alors, Calderón, dans cette pièce versifiée de 1572 vers, vous savez, c'est à peu près l'équivalent de Bérénice de Racine, donc c'est assez court, hein, ça ne fait pas plus de 50 pages, donne une forme poétique et dramaturgique extrêmement brillante au topos du Theatrum Mundi. Alors, ce thème du théâtre du monde, il est vieux comme le monde. Shakespeare l'a traité. Enfin, voilà, on n'en finirait pas d'énumérer tous les auteurs qui se sont intéressés à ce topos. Mais l'originalité de Calderón, c'est qu'il donne une forme très brillante sur le plan poétique, dramaturgique, scénographique à cette image du théâtre du monde, déjà en faisant une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il ne traite pas le théâtre du monde sous la forme d'un discours, et il fait une pièce de théâtre qui représente le théâtre du monde. Et il lui donne des hauteurs philosophiques, métaphysiques, qu'il est le seul, en fait, à posséder. D'ailleurs, ça agaçait Voltaire, qui disait que Calderón, c'était le fou
le plus extravagant qui se soit mêlé d'écrire, puisque c'est quand même un exposé de la doctrine catholique dans une pièce de théâtre. Alors, l'idée que Calderon développe est toute simple, c'est que le monde est une pièce de théâtre dont Dieu est l'auteur, nous en sommes les comédiens qui jouons notre propre personnage sous le regard de Dieu, qui est également le spectateur de la pièce. Donc le monde est un théâtre dont Dieu est à la fois l'auteur et le spectateur. Donc le genre de la autosacramentale est basé sur l'allégorie. Donc Calderon met en relation l'univers du théâtre et l'univers du monde, vu selon la doctrine catholique. Donc dans l'univers du théâtre, on a dans cette pièce un auteur, mais attention, en Espagne au XVIIe siècle, le mot autor est polysémique. D'abord, ce n'est pas l'auteur du texte, mais c'est plutôt celui qui détient le texte pour l'adapter, le mettre en scène, qui recrute les comédiens, qui est l'agent artistique, le directeur de troupe. Donc on a un auteur, on a un scénographe, le monde, qui va faire les décors, on a un costumier, un accessoiriste, on a des comédiens, bien sûr, qui doivent jouer des personnages. Et donc toutes ces utopies du théâtre est représentée dans la pièce de Calderon. On a également des comédiens qui vont jouer, alors il y a 7 comédiens qui vont jouer des rôles précis. Il y a le roi, le riche, le pauvre, le laboureur, la beauté, un personnage allégorique mais qui est incarné par une jeune fille, la sagesse, personnage allégorique incarné par une religieuse, et l'enfant qui est mort-né, en fait, qui va mourir avant de naître. Et il y a également le souffleur, au cas où les comédiens auraient des trous de mémoire. Et pour ce qui concerne l'isotopie du monde, selon la vision catholique, elle est représentée par Dieu, les créatures, la création elle-même, et des notions assez abstraites, mais convoquées par la théologie de l'époque, la conscience, la grâce, etc. Donc, en fait, on a bien compris, l'allégorie est parfaitement claire. Le grand théâtre du monde, c'est la scène sur laquelle nous jouons. L'auteur de ce théâtre, c'est Dieu. Les comédiens, c'est nous, qui nous jouons nos propres personnages. Le décor, c'est le monde. Nous vivons dans le monde. Les accessoires, c'est ce que nous recevons de contingents, que l'on peut recevoir ou perdre. Le souffleur, c'est tantôt la conscience, tantôt la grâce, qui agit pour soutenir les comédiens dans leur jeu. Et le texte de Calderon, le texte de la pièce, à l'intérieur de la pièce, le texte se limite à une simple phrase « Agir bien, car Dieu est Dieu ». Alors, comme il n'y a que ça, comme texte, ça met l'accent sur l'improvisation, sur la liberté de jeu des comédiens, et évidemment, la transposition qu'on peut en faire, c'est sur la responsabilité de chacun dans le développement de sa propre vie. Au début de la pièce, l'auteur appelle le monde pour lui demander de fabriquer des décors. Là, je suis en train de vous raconter un peu l'histoire. Au début de la pièce, l'auteur appelle le monde pour qu'il fabrique des décors. Ensuite, l'auteur lui-même appelle les comédiens pour jouer leur rôle. Ensuite, c'est le monde qui revient, qui était scénographe, qui revient comme costumier accessoiriste, qui vient distribuer les costumes et les accessoires aux comédiens. Et puis après, les 7 comédiens se demandent comment ils vont jouer dans la coulisse. Alors certains sont contents de leur rôle, d'autres rechignent. Évidemment, c'est plus agréable de jouer le roi que de jouer le pauvre. Et puis, ça y est, la pièce débute. C'est-à-dire qu'on passe de la coulisse à la pièce qui se joue. Autrement dit, il y a une sorte de pièce cadre, et puis il y a la pièce interne. Et là, les comédiens se mettent à jouer. Alors, soit ils monologuent, soit ils dialoguent. Calderon s'arrange pour établir des variations pour éviter la monotonie, l'isomorphisme des personnages, etc. Et ils entrent par la porte du berceau et ils sortent par la porte du tombeau. Tout est clair, mais c'est déjà fini. La pièce se termine et donc on entend une voix qui appelle les comédiens. C'est donc la mort. Et le monde leur reprend leurs costumes et accessoires et vient le temps des récompenses, c'est-à-dire l'auteur, qui était en même temps le spectateur, va rétribuer les comédiens pour la qualité de leur jeu. Donc, vous avez tous compris que, du point de vue dramaturgique, il y a donc une structure du théâtre dans le théâtre.
au sens que lui donne Georges Forestier, c'est qu'il y a continuité sur le plan dramatique et en même temps changement de niveau, hein, puisque on était dans la préparation d'un spectacle, ensuite le spectacle se déroule et après on est à la fin du spectacle. Donc il y a à la fois l'illusion théâtrale, il va y avoir la dénégation théâtrale, puisque tout n'est que décor, tout n'est que théâtre. Et la pièce s'achève sur le Tantum ergo, hymne eucharistique bien connu, qui fait donc le lien entre cette pièce et l'exaltation de la foi dans l'Eucharistie, ce que fait Calderon dans cette pièce. Alors j'en viens maintenant au cœur de mon sujet, c'est-à-dire quels sont les ressorts poétiques, dramaturgiques et rhétoriques de l'illusion théâtrale dans ce genre de lauto sacramental. Pour bien comprendre, il faudrait, si vous voulez, savoir à quel public on s'adresse l'auto sacramental, parce que si on n'a pas la vision du public, on ne peut pas comprendre quel type d'illusion on va lui présenter, hein. Donc, eh bien, c'était un public urbain composite, à la fois de sensibilité et de culture très inégale. C'est-à-dire que c'était les gens qui assistaient à la auto sacramentale étaient avides, comme pour la Commedia Nueva, avides d'action, avides d'émotion, et il y avait le plaisir d'imaginer. Donc, Victor Hugo, quand il a théorisé le drame romantique, en fait, il a largement puisé dans l'esthétique de Lope de Vega, c'est-à-dire le mélange du sublime et du vulgaire, hein. C'était déjà dans la Commedia Nueva et on le retrouve dans l'auto sacramentale. Donc, dans l'auto sacramental de Calderon, il y a à la fois des savoirs savants extrêmement raffinés, très approfondis, qui plaisaient à un public cultivé, et également des traits de la culture populaire, des tics de langage, la parlure paysanne, qui faisait rire le public populaire de lui-même, hein. Par exemple, le laboureur, personnage du rustre mal dégrossi, adroit, a des répliques à une tirade dans laquelle il se plaint de sa femme qui est trop bavarde, tout ce qui l'intéresse c'est de ne pas payer des impôts et des taxes, il voudrait se remplir la panse en mangeant le porcelet à Pâques, donc on a vraiment l'univers quelque part socialement d'ailleurs représenté de toutes les couches de la population, hein. Et donc l'auto sacramental, comme je vous le disais au début, était au départ un genre mineur à l'intérieur de la Commedia Nueva, mais a pris une ampleur considérable tout au long du XVIIe siècle, hein. Alors, pour reprendre quelques exemples dans la même pièce, le public pouvait facilement s'identifier aux personnages, par exemple le pauvre, le riche, bon voilà, ou bien la jeune fille, le roi. Donc il y avait une identification au personnage, mais aussi au niveau symbolique, puisque nous sommes chacun riches de nos talents, mais pauvres par une sorte de précarité ontologique, ce que Calderon fait très bien comprendre. Donc Christian Schiaretti, hein, qui est l'ancien directeur du TNP de Villeurbanne, qui a représenté le Grand Théâtre du Monde à la Comédie Française en 2013, disait que l'auto sacramental, c'est un bonsaï, hein, c'est-à-dire ces petits arbres japonais, c'est-à-dire qu'il y a un art de la concentration en un seul acte, et à la fois dans les idées, dans la mécanique théâtrale, et en même temps ça reflète en miniature la société espagnole du XVIIe et tout l'imaginaire du siècle d'or, hein. De plus, les personnages sont des archétypes inspirés par la commedia dell'arte, puisqu'on a la beauté, la sagesse, le pauvre, ils n'ont pas de nom, pas de prénom. Donc le public pouvait facilement voir, par exemple, dans le laboureur, soit un petit ouvrier agricole précaire, soit au contraire un paysan assez aisé qui spéculait sur le grain. Le fait de l'appeler le laboureur, c'est désigner le personnage par sa fonction. Ça permettait à chaque spectateur de projeter son imagination. Et donc il y a un mécanisme d'identification assez subtil qui en reste à la généralité pour mobiliser l'imagination des spectateurs pour faire appel à leur propre imagination, hein. Et on pourrait même parler d'un mécanisme d'auto-illusion activé chez le public par Calderon, tout le plaisir étant pour les spectateurs de faire semblant d'y croire pourvu qu'on soit représenté dans la pièce. À un moment donné, Calderon mentionne le personnage du capitaine courageux. Bon, il ne figure pas parmi les 7 personnages, alors c'est sans doute une figure redoublée du roi. Le roi doit être un capitaine courageux, mais ça s'adressait
aux mosqueteros, ces soldats qui étaient souvent des membres très turbulents dans le public de théâtre. Il fallait calmer leurs ardeurs, il fallait éviter qu'ils soient trop indisciplinés, et donc le fait de les mentionner leur permettait de se sentir représentés dans la pièce. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le public n'attendait pas que la scène recrée mimétiquement la réalité. Il était avide d'action, et il suffisait qu'un personnage soit pourvu d'un accessoire pour qu'on imagine le personnage qu'il représentait. Par exemple, le fait qu'il y ait la porte du berceau et la porte du tombeau qui soient peintes sur les praticables, les entrées et les sorties, tout le monde comprenait que bien sûr que le berceau c'était la vie, le tombeau c'était la mort, et que la vie était extrêmement rapide. Donc c'est pas du tout un théâtre réaliste, c'est un théâtre qui sollicite l'imagination, mais qui est quand même très clair pour le spectateur de la part de Calderón. Alors, j'en viens au fait que ce théâtre, donc, qui est assez populaire, dans le sens à la fois qu'il intégrait des classes sociales quand même assez modestes et au sens où il était accessible, était en même temps un théâtre très littéraire, dans lequel la parole et la poésie jouaient un rôle essentiel pour l'illusion. Donc c'était un théâtre poétique dont la richesse, pas moins que la dramaturgie, était le carburant de l'illusion. Il faut savoir qu'aller au théâtre au XVIIe, en Espagne, on appelait ça « oír la comedia ». C'est-à-dire je vais entendre une pièce. Donc le discours des comédiens ne s'adressait pas moins, s'adressait autant à des oyentes, à des auditeurs, qu'à des spectateurs. Et donc Calderón ouvre sa pièce sur une évocation poétique de la création du monde par Dieu, dans un style plein de grandiloquence, le fameux style de la contre-réforme, encouragé par l'Église catholique, qui visait à toucher le fidèle en plein cœur par le mouvement, l'emphase, l'ostentation langagière, la dramatisation, l'exubérance. Et le personnage de Lautor, donc je vous avais dit ce personnage protéiforme, qui était à la fois le directeur de troupe, le metteur en scène, apparaît au début de la pièce, et il développe ce discours sur la beauté du monde. Je vous en lis un petit passage. L'auteur entre en scène, vêtu d'un manteau d'étoiles, de rayons à son chapeau. Grandiose ordonnance de cette architecture terrestre aux multiples aspects, toi qui par tes ombres et tes lointains usurpes ses reflets à mon édifice céleste. Lorsque tes belles fleurs rivalisent en ombre avec les étoiles, tu es dans tes splendeurs un ciel humain de périssables fleurs. Vaste champ d'éléments, de monts, d'éclairs, d'océans et de vents, vents que de leur poids sillonnent les oiseaux comme autant de vaisseaux. Bon, le temps me manque pour vous lire davantage. Évidemment, il faudrait aussi le lire en espagnol, cette langue absolument éclatante. Et donc, en fait, l'illusion théâtrale fonctionne à 3 niveaux. On a l'impression d'abord de lire une ekphrasis, puisque la parole de l'auteur décrit avec émerveillement devant les spectateurs ce qui semble être une œuvre d'art, un splendide décor de théâtre. Donc on est déjà dans le théâtre, et ça en met plein la vue aux oyentes, pas seulement aux spectateurs, mais à ceux qui écoutent cette parole poétique. Deuxième niveau, la description tourne aussi à l'hypotypose, puisque le langage poétique, qui est finalement celui de Calderón, sublime la nature par la richesse de ses images cultistes, toutes ces métaphores un peu de ce courant, un peu représenté par Quevedo, des métaphores très poétiques, exubérantes, etc. Et enfin, par le jeu de l'allégorie, Calderón donne l'impression, dans la fiction, au spectateur, d'entendre la voix de Dieu, qui se réjouit de sa création et veut partager sa joie avec ses créatures. Puisqu'un peu plus loin, l'auteur déclare « Je veux donner une fête, la fête est mienne et ma compagnie y jouera. J'ai choisi les hommes pour les premiers rôles. » Donc c'est Dieu qui parle. Et la compagnie, vous voyez, il y a un jeu de mots, les compagnons, la compagnie théâtrale, mais aussi ceux avec qui je partage le pain de l'Eucharistie. Il y a une polysémie des termes. Et donc on a vraiment une illusion qui vient de la poésie du texte. L'illusion procède aussi des artifices de la rhétorique. Calderón a été l'élève des jésuites au Collège impérial de Madrid. Dans la formation humaniste, les études littéraires et la rhétorique jouaient un rôle prépondérant.
on entraînait les élèves à démonter les discours, ce qui est passé après dans les pratiques du lycée, à démonter les textes, les procédés d'élaboration, et l'élève subissait un entraînement systématique aux techniques du discours. Donc on voit que le texte de Calderon est extrêmement structuré, avec des tropes, avec des figures de rhétorique, et qui apparaissent partout dans la auto sacramentale, des figures ornementales, et aussi ce scintillement de l'atomisation des éléments, mais récapituler à la fin ce que Ernst Robert Curtius a appelé le schéma de la somme, et qu'un poète espagnol, Damaso Alonso, a appelé la technique de dissémination-récollection. C'est-à-dire qu'on a des grandes fresques avec des détails multiples, une atomisation des éléments, et tout ça est repris, récapitulé pour que ce soit bien clair. J'en viens à la fin de mon propos, parce que je vois que je déborde. Sur le plan dramaturgique aussi, l'auto sacramentale était un théâtre à grand spectacle. Vous avez deux visuels ici. Donc c'est un véritable banquet d'essence, pour reprendre la formule de Tirso de Molina, qui faisait appel à des décors en toile peinte, aux perspectives en trompe-l'œil, aux appariencias, c'est-à-dire la découverte spectaculaire d'un nouveau personnage. Il y avait également l'utilisation de la musique. Et vous voyez que le schéma à gauche, excusez-moi, représente la tripartition de l'espace scénique dans le Grand Théâtre du Monde, puisque le début de la pièce devait se passer sur ce qu'on appelle le tablado, le plateau scénique que vous voyez au centre, et à un moment donné, dans le début de la pièce interne, au moment où les comédiens passent des coulisses à jouer leur véritable spectacle qui avait été préparé, on apportait ces deux chariots roulants, l'un représentant le globe terrestre sur lequel jouent les personnages qui sortent par la porte du berceau et vont ressortir, qui entrent par la porte du berceau et vont ressortir par la porte du tombeau, et l'autre, c'est le globe céleste sur lequel Dieu, le spectateur, mais aussi l'auteur de la pièce, prend place pour voir jouer les comédiens. Et le personnage qui est au centre, c'est le monde qui jusqu'alors était le scénographe, mais qui devient le spectateur interne de la pièce, vous voyez, en miroir avec le public. Donc vous voyez, c'était quand même très sophistiqué. C'était un théâtre à machine avec des chariots roulants. Il y a à la fois l'illusion et la désillusion, puisque il y a toutes sortes de procédés qui donnent l'illusion avec ce travail de l'imagination des spectateurs, et en même temps, ce n'est que du carton-pâte, tout n'est que décor de théâtre. Voilà. Wagner a vu dans l'auto sacramentale une préfiguration de ces drames à tendance idéaliste. Il y avait des personnages qui chantaient, mais évidemment, l'auto sacramentale n'est pas un opéra. Mais il faut se rendre compte que c'est quand même un spectacle qui est extrêmement riche, qui a une profusion sensorielle considérable. Il faut vraiment que je conclue. En fait, j'en profiterai peut-être pour... s'il y avait des questions, ce que je n'ai pas pu dire dans ma dernière partie, j'essaierai de le glisser. En fait, j'ai parlé également de dimension sociologique et politique. Je ne peux en dire que quelques mots. Du point de vue... c'est-à-dire, c'est le deuxième sens de subjuguer. Vous voyez, jusqu'à présent, j'ai essayé de vous montrer comment, par la poétique, par la dramaturgie, par la rhétorique, l'auto sacramentale subjugue et émerveille le public. Mais il y a également le deuxième aspect de subjuguer au sens d'exercer un fort ascendant, de soumettre finalement et d'essayer de faire passer des valeurs. Alors, sur le plan politique, on sait que l'Espagne, au XVIIe siècle, est en... Alors, il ne faut pas parler de décadence, mais il y a une forme de déclin de l'influence politique, d'inquiétude sur le devenir du pays. Le roi, à l'époque de la mort de Lope de Vega, Calderón devient le dramaturge officiel de la cour d'Espagne. Le roi, c'est Philippe IV, c'est le fameux des Ménines. Et donc, le théâtre a pu être utilisé comme une forme de compensation du déclin politique de l'Espagne. C'est-à-dire que plus le rôle politique du roi déclinait, plus il fallait affirmer le prestige de la monarchie par le rayonnement culturel, exactement comme François-Joseph chez les Habsbourg au XIXe siècle. Voilà. Bon, je suis obligé de m'arrêter, je crois que j'ai mal calculé, mais en fait, c'est-à-dire c'est tellement passionnant que, voilà, on pourra peut-être en reparler. Bien, je vais t'y aider.